Soutenu par qui? Par les États-Unis. Parce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre les États-Unis pour que la politique en Égypte change. Donc il voit global. La réflexion, elle a une logique, elle est fausse, il faut la contester, les moyens sont faux, c'est immoral, c'est à condamner, mais ça a une logique. Il a juste écrit une thèse sur Nietzsche, mais c'est pas grave. Ce que vous êtes en train de dire, c'est que les Moudjahidines, qui comprenaient la résistance à l'occupation française aussi au nom de leurs références, étaient finalement les précurseurs de ce qui s'est passé après. Ça ne tient pas, c'est pas sérieux, c'est pas historique. Les femmes tunisiennes sont contentes avec le système politique tunisien. Vous ne devez pas être en contact avec les femmes tunisiennes. Bien sûr. Celui que vous présentez comme étant si opposé à toutes les femmes, sa première fille est éduquée, la deuxième est professeure d'économie, la troisième est ingénieure, la quatrième est médecin. Ça va? C'est qu'on ne retient que le Averroès rationaliste. Il nous arrange, il nous ressemble tellement, il utilise les mêmes mots. Apparemment, c'est Aristote, revu et corrigé par Aristote lui-même dans la tradition arabe. Ah, les innocents qui sont morts en Afghanistan sont des victimes collatérales. Eh ben, c'est collatéral, si c'est ce rationalisme-là, c'est cette démocratie-là, vous me faites très peur. Dans la tradition musulmane, et c'est là où je ne suis pas d'accord avec la façon dont vous diagnostiquez les choses. La fidélité, telle que je la conçois, n'est pas une fidélité du statu quo. Je dirais même plus, dans la tradition légale musulmane dès l'origine, la seule fidélité qui soit ne se conçoit que par l'évolution de la pensée. C'est en évoluant par le processus de l'ijtihad, c'est-à-dire la pensée rationaliste appliquée qui tire des sources, des principes et des visions et qui va s'appliquer sur le terrain dans la relation au contexte social et environnement. Pas de fidélité sans évolution. Mais vous voyez, c'est un tout petit peu différent que votre approche. Je ne dogmatise pas la rationalité et je ne dogmatise pas le produit de la raison. M. Medeb, je vous en veux pour une chose très profondément ce soir. Que vous ayez pu, ici, sur ce plateau, et devant moi, au nom de tout ce que je sais de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde musulman. Parce qu'au moment où on parlait de Abu Ghraib, de moment où on parlait de Guantanamo, je disais aux musulmans, n'oubliez jamais dans la critique que vous faites de ce qui est la torture, de l'acceptation de 53% du peuple américain de ce que c'est la torture de Guantanamo. N'oubliez jamais ce qui est en train de se passer dans les prisons des pays arabes, en Arabie Saoudite, en Tunisie, en Algérie. Et je vous en veux profondément. Je vous en veux jusqu'à quelque chose qui a à voir avec la révolte intime de pouvoir dire ce soir qu'au nom de la laïcité, on peut accepter qu'un État ne soit pas démocratique et qu'il soit comme aujourd'hui la Tunisie. Je vous en veux profondément. L'idée de faire entendre une voix qui rappelle d'une voix chiite ce qu'il est représentant du sunnisme, ça c'est un message très très clair sur la volonté de diviser. Les Américains en Irak veulent diviser ces camps pour des raisons qui sont extrêmement cyniques quant à leur mainmise sur le pays. Donc ça n'enlève pas le fait que ce qu'a produit son exécution, ce n'est pas de le transformer lui en martyr, mais beaucoup plus de considérer les États-Unis et ceux qui ont fait silence sur cette exécution comme ceux qui promeuvent et la guerre et la mort et finalement qui développent des grands principes de démocratie et qui les oublient quand il s'agit de les voir appliqués sur le terrain. 4 erreurs monumentales. La première, enfin il y en a même 5, la première c'est l'invasion. L'invasion de l'Irak est une faute et un mensonge sur lequel a été construit l'ensemble de l'opération. Mais l'autre faute, c'est d'abord le procès. Le procès n'est pas transparent. En plus, on ne l'a pas jugé pour tout n'était pas terminé. Et pourquoi ne l'a-t-on pas jugé sur ce qui s'est passé dans sa collaboration avec les Américains? Il y a 2 ou 3 situations, au-delà de ce qui a concerné les Kurdes, mais ce qui a concerné la guerre en Iran, de ce qui a concerné les chiites qui ont été tués, sur finalement des propositions ou des sous-entendus américains. On ne l'a pas jugé là-dessus car ça aurait mouillé les partenaires d'hier. Donc il a été tué avant même qu'on fasse un procès transparent. Deuxième des erreurs, c'est finalement le jour de la fête. Le jour de la fête de Eid al-Adha pour tous les musulmans, mais qui, en Occident, tuerait quelqu'un, exécuterait quelqu'un le matin de Noël? Et donc, de nous faire croire que c'est les Irakiens qui auraient réussi, qui auraient voulu cela, c'est de prendre les gens pour des idiots. Mais la dernière chose que je voulais dire, un tout petit peu en décalage de ce qui a été dit, c'est que je pense qu'il y a même une rupture en Occident entre le silence des États et ce que les populations voient. Parce que les populations ont été choquées, beaucoup ont été choqués de cela. Et je crois que le silence gêné des États derrière l'autorité, la super-autorité américaine par rapport au malaise qu'il y a dans les populations occidentales, européennes, je l'ai entendu partout, en Italie de façon très très forte, ici en France de façon très forte, en Angleterre de façon... On était choqués du silence de Blair. Des pays qui disent être contre la peine de mort et qui acceptent une peine de mort de cette façon-là, c'est cruel, c'est inhumain et c'est surtout producteur de tensions entre 2 univers de référence.
Le premier responsable d'un débâcle du monde arabe, c'est les pays arabes eux-mêmes. Ça, c'est une réalité. Je veux dire, quand on nous dit tout le temps, non mais attendez, la cause de tous nos problèmes, c'est le conflit israélo-palestinien. Non, c'est la conséquence de nos problèmes. Ça n'est que la conséquence de sociétés qui n'arrivent pas à une société civile trop silencieuse, et puis des dictatures. Vous avez tout à l'heure dit une chose sur le Barse, par exemple, qui était le régime laïque. Il y a un énorme malentendu dans les consciences musulmanes. La laïcité dans le monde arabo-musulman, ou musulman dans son ensemble, n'a jamais été associée à ce à quoi la laïcité a été historiquement associée. En Occident, c'est l'émergence de la liberté et du pluralisme religieux. Dans le monde arabe, c'est Kamal Atatürk, c'est Saddam Hussein, c'est Hafez el-Assad, tous des dictateurs, tous dans la répression. C'était le pluralisme sans la démocratie. Donc quand vous arrivez avec le terme laïcité, pour les uns, ça a une autre référence que pour les autres. Sauf si on a étudié, sauf si on connaît le processus qui a permis le pluralisme. Ça, c'est une première des choses. Et donc là, ce qui a été mis en évidence tout à l'heure sur les régimes arabes, sur les connivences, sur les trahisons, on est aujourd'hui en face pour moi, c'est une débâcle du monde arabe. Et puis, les premiers à être responsables. Attendez, pendant tout l'été, on a vu ce qui s'est passé au Liban. Silence des États arabes. Silence après ce qui s'est passé après cette exécution. Les seuls qui ont parlé, il a fallu 3 jours pour qu'ils réagissent, c'est ensuite les Américains, les Européens, qui montrent bien le malaise profond qu'il y a. Je crois qu'il faut qu'on sache regarder les problèmes sans avoir une vision, c'est ou la faute des uns ou la faute des autres. Ce qui me paraît intéressant, c'est que cette approche-là, elle est louable quand on connaît le cadre. Ce qui m'a intéressé, parce que je pense que la vie du prophète est la meilleure des introductions à l'islam. Vous ne pouvez pas donner à quelqu'un le Coran lui disant « lisez, vous comprendrez l'islam ». C'est beaucoup trop difficile. Par contre, la vie du prophète, c'est une mise en situation, une mise en histoire et une mise en chronologie. Et ça, c'est très très important. Pour ce qui me concerne, les mêmes intentions ont été partagées. Mais moi, ce qui m'intéressait aussi, c'est de dire... Dans votre livre à vous, l'avez dit. Oui, non, mais ce qui m'intéressait, c'était ça. C'est de dire, à un moment donné, ce qui est important pour tout le public qui est autour de nous, c'est pas simplement de savoir quels sont les faits qui ont été authentifiés, mais aussi de savoir qu'est-ce que les musulmans croient quand ils s'approchent de cet homme et de cette vie. Qu'est-ce qui fait sens dans sa relation aux femmes, dans sa relation à la nature, dans sa relation à la guerre, dans sa relation aux autres religions? C'est important, encore une fois, il y a une approche qui est de l'intérieur, qui consiste à dire, écoutez, les musulmans croient en ça, vous pouvez ne pas être d'accord, mais il faut vous décentrer de votre propre unité.